C'est un salon qui se fait en partenariat avec Mediapart. Mediapart, le média en ligne, vous le savez, nous sommes en partenariat depuis qu'il existe, ce média, et avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Nous avons accueilli en début de semaine Edoui Plenel, comme chaque année, c'est vrai, et cette année plus spécialement avec Elias Sambar, sur la thématique La Palestine au cœur. Et aujourd'hui, c'est au tour de Rachida El Azouzi et de ses invités que nous conclurons, je dirais, cette semaine de salon de musique. L'idée est née grâce à l'initiative de Rachida qui présente depuis cette année, si je me souviens bien, parce qu'avec le confinement, j'ai un peu de mal avec les dates, bien sûr, mais a priori, c'était tout nouveau cette année. Oui, un plateau avec des invités que nous avons ici avec nous sur le thème quand la musique sert l'émancipation. 3 points de suspension. Voilà, et nous avons proposé à Rachida, à ses invités habituels, de venir ici faire le 3e épisode de cette série, je dirais, autour de la musique et de l'émancipation. Alors, je vais vous donner rapidement le nom des invités, puis je crois que chacun se présentera, et je laisserai la parole surtout à Rachida, dont Rachida El Azouzi, qui est journaliste à Mediapart, Naïma Yahi, historienne, ethnomusicologue, Ouria Ishi, chanteuse, je ne la présente pas, bien sûr, elle a été notre invitée, elle a été programmée, je n'ai pas compté, mais au moins 4 fois, et a dirigé un stage toute la semaine au festival. Ager que j'ai découvert grâce à ce plateau, bien évidemment, Ager Ben Boubaker, qui est également historienne et ethnomusicologue, bien évidemment, que vous allez retrouver ce soir sur la grande scène du Théâtre Antique avec son complice. C'est vrai que nous n'avions pas noté le nom, nous n'avons gardé que les dames, hein, mais il est le bienvenu, évidemment. M. Carlos. Voilà, Rachida. Merci Marie-Josée. C'est une joie de se retrouver à Arles, ici, à l'ombre des figuiers portés par le vent, pour poursuivre ce cycle effectivement commencé sur Mediapart, quand la musique sert l'émancipation des peuples, parce que oui, la musique émancipe, la musique libère, elle sert d'outil pour des luttes sociales, politiques, économiques à travers le monde. Et moi, je le raconte beaucoup à travers le Maghreb, parce que le cas en Algérie, au Maroc et en Tunisie est assez emblématique. Sur Mediapart, donc on remonte le fil de l'histoire du Maghreb en musique et on vous propose aujourd'hui de poursuivre. Donc il y a eu déjà 2 premiers volets, quand la musique sert l'émancipation des peuples, qui repartait d'un tube décrypté par notamment Naïma Yahi et Hajar Ben Boubaker, qui était Yal Menfi, et qui raconte comment jusqu'à aujourd'hui, voilà, la musique sert à émanciper. Puis on a poursuivi parce que la musique est aussi un outil qui a servi les luttes contre les discriminations, contre le racisme, pour les droits des immigrés en France, dont l'histoire est indissociable avec l'histoire de la musique au Maghreb. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on se focalise, parce qu'on a une belle assemblée ici avec nous, autour de la musique qui sert l'émancipation des femmes en particulier. Et notre invité est masculin et sera tout aussi intéressant pour apporter son éclairage sur cette question-là. Et on a la grande joie d'accueillir aussi avec nous et Ouria Ishi, qui sont 2 grandes artistes. L'une est marocaine, l'une est algérienne, et chacune, elles servent aussi et racontent cette émancipation-là. Alors, je vais me tourner vers vous. Donc, l'idée, c'est de créer un dialogue entre les historiennes et entre les musiciennes. Et j'aimerais, moi, essayer de comprendre, voilà, pourquoi l'histoire nous raconte une grande invisibilisation des femmes, artistes en particulier. Et on le voit en ce moment, il y a une exposition à Paris sur le thème des divas du monde arabe. C'est à l'Institut du monde arabe. Si vous avez l'occasion de passer par Paris, ça vaut le détour. Mais moi, ce qui m'a interpellée, c'était de voir que, voilà, on y voit essentiellement les grandes divas du Moyen-Orient, Fayrouz, Kalsoum, qui sont effectivement des icônes. Et on y voit très peu d'autres icônes, d'autres chanteuses, et notamment très peu de divas du Maghreb.
comme s'il n'y en avait pas eu, ou il y en a une, Warda, qui revient souvent, la plus algérienne des Égyptiennes, ou la plus égyptienne des Algériennes vues de France. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi, sachant qu'on a aussi avec nous deux artistes. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par vous, Ouria et Oum. Est-ce que ça vous a interpellé dans votre trajectoire à chacune? Je ne me suis jamais posé la question en ces termes, à savoir est-ce que le chant va m'aider à m'émanciper, parce que moi la bataille de l'émancipation, je l'ai commencé vraiment toute petite et voilà, j'ai été vraiment dès le début une frondeuse, et le chant est venu à moi de manière tout à fait naturelle, parce que dans ma famille, et depuis très longtemps, de nombreuses générations, les femmes sont dépositaires du répertoire aurécien. Et voilà, donc en fait, pour moi, si vous voulez, j'ai un rapport, comment dire, un rapport double au chant. Le premier côté, ce serait l'héritage, hein, puisque c'est presque naturel que les filles, au moins la première de la famille, prennent à sa charge, et devient presque une responsabilité de continuer à perpétuer à la fois le texte et les techniques vocales. Donc cette partie de mon histoire, en fait, elle est très naturelle, elle ne m'a pas été imposée, elle est venue à moi parce que, de manière tout à fait naturelle, hein, c'est ce que je disais. Et ensuite, le rapport à l'émancipation, c'est vrai, parce qu'après j'ai fait d'abord des études en Algérie, à la fac d'Alger, ensuite je suis venue continuer mes études à Paris, etc. Et je continuais à chanter dans les fêtes amicales, pour des amis, quand on se retrouvait, Huriya, Huriya, chante, chante, chante. Et donc j'ai continué cette espèce de tradition un peu modernisée, parce que j'étais dans un groupe mixte de copains, de copines, étudiants, etc. Puis à un moment donné, on me demandait de chanter, et je le faisais bien volontiers. Jusqu'au jour où, dans ce genre de soirée, était présente la directrice adjointe du 2e Festival international des chants de femmes qui se tenait à Paris. Et à la fin d'un chant, que j'ai chanté comme ça a cappella, vient me voir, je ne la connaissais pas, hein, c'était la première fois que je la rencontrais, pour me dire je te prends au festival qui va avoir lieu. On était... c'était 3 mois avant. Hein. Elle me dit, je te programme au festival, à ce 2e Festival international des chants de femmes. Honnêtement, j'aurais pu dire non, parce que c'est quand même impressionnant de s'imaginer s'inscrire dans un festival. Enfin, je n'en ai jamais fait, je n'ai jamais chanté devant un public, etc. Et j'ai dit oui. Après, j'ai eu très très peur, hein, je l'avoue, parce que je me disais, mais comment je vais faire, etc. Bon, bref, je me suis débrouillée, bon, voilà. Et ce qui fait balancer, si vous voulez, c'est le fait d'aller sur une scène, parce que ça change complètement le rapport au chant. Avant, c'était un public familial, amical et de proximité. Et quand on va sur une scène, eh bien, le public, je ne le connais pas, il ne connaît pas mon répertoire, sur quoi je vais travailler, etc. Une troisième bascule, peut-être, c'est lorsque j'ai annoncé à ma famille que je faisais du chant à Paris et que je chantais sur des scènes. Alors là, ça a été un moment difficile, parce qu'ils ne comprenaient pas ma démarche. Si vous voulez, il y a eu une rupture, comment dire, une rupture épistémologique, en fait. La prise de parole pouvait se faire dans le cercle familial, la cour, dans le cercle entre femmes, mais pas en dehors. Dans le cercle entre femmes, mais
monter sur une scène et s'exhiber, parce qu'en fait, la scène, c'est quand même ça, hein, c'est s'exhiber devant, ça je ne sais pas si c'était la question, et montrer son corps, et bouger, et danser, et être heureuse de chanter et de montrer son corps, etc. Et là, c'est une vraie bascule. On est en quelle année à ce moment-là, Ouria? On est en 88. En 88. Comment ça se passe pour vous? Pareil, la prise de parole se fait d'abord sur la scène. Alors en 88, moi j'ai 10 ans, j'habite à Marrakech. J'ai absolument aucune idée de si j'allais devenir une chanteuse. C'était pas du tout une option, non pas parce que c'était interdit ou déconseillé, mais simplement parce qu'il n'y avait pas dans ma jeunesse et mon adolescence autour de moi, dans mon pays, donc le Maroc, des exemples de femmes chanteuses qui allaient pouvoir faire une musique qui me ressemble. Grandir au Maroc, c'est écouter tout plein de musique traditionnelle, et Dieu sait qu'on en a des couleurs et des nuances, hein, beaucoup. Hein. Et c'est pas que j'aime pas, mais si un jour j'allais chanter, moi je chantais voilà, de la soul, je chantais du rap, je chantais Aretha Franklin, mais j'aimais les chikhat, j'aimais l'Endel aussi, j'aimais Draiqiya, Marrakech, ça me parle. Mais Hamdawiya. Absolument. Mais je me voyais pas du tout faire carrière dans ça. Et aussi parce que le statut d'artiste ne s'est mis à exister à peine que très, très récemment. Du coup, pour revenir à l'idée d'émancipation, je pense comme Madame Houria, je n'ai pas... quand je suis arrivée à la musique, où la musique est venue me prendre, parce que en fait, j'ai fait des études d'architecture, et parce que je n'imaginais pas que c'était possible, hein, d'avoir ce métier de chanteuse. La musique est venue me prendre, et quand j'ai dit oui, eh ben, je ne cherchais pas en fait à m'émanciper. Et en tout cas, je n'y ai jamais véritablement réfléchi. Je n'ai pas cherché à m'émanciper pour me libérer de quelque chose, parce qu'à vrai dire, dans ma famille, on ne m'a jamais interdit cela. Et mes parents m'ont toujours appris à faire mes choix, à m'écouter, ne peut-être pas être d'accord, mais que si j'allais faire un choix, il fallait absolument que je l'assume et que je ne revienne pas dire « Ouh là là, je me suis trompée ». Donc, il fallait que j'assume. L'émancipation, aujourd'hui, je la vois autrement avec le recul, parce que maintenant, oui, depuis quelques années, j'y réfléchis, parce que la prise de parole, parce que la scène, parce que vos chansons aussi. Parce que écrire des textes et dire qui on est, en fait. Et aujourd'hui, l'émancipation, pour moi, c'est celle-là, de s'approprier son identité et de prendre le droit d'identifier soi-même son identité. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, la belle exposition à l'Institut du monde arabe, j'en parle avec beaucoup d'affection, parce qu'on a passé quand même plusieurs jours, mois d'avril et au mois de juin, pour préparer ce projet HAL. Donc l'Institut du monde arabe nous a hébergé 2 résidences donc, à Paris, et cette exposition était là. Pourquoi cette exposition amène à nous, à Paris, à la France, ces icônes? Effectivement, ce sont des divas. Pourquoi on n'y voit pas des gens plus actuels, des filles d'aujourd'hui? D'abord, je pense parce que nous ne sommes pas des divas. En tout cas, moi, je ne me considère absolument pas en tant que telle. Mais là n'est pas la question qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que souvent en France, et ce qu'on appelle l'Occident, appelle l'Orient tout ça. C'est-à-dire les Kabyles, les Berbères, les Marocains, les Algériens. Et pourtant, le Maroc, par exemple, est le plus occidental sur la carte et aussi dans la culture de tous les pays arabes ou orientaux. Et c'est dans ce sens que je pense que c'est primordial, quand on est une fille qui vient des pays comme le mien, l'émancipation passe aussi par là, pas de corriger, mais le minimum de droit, c'est qu'on ait, nous, la possibilité de dire qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes. Ça passe par le texte, ça passe par une attitude, ça passe par des choix, ça passe par le droit aussi à la liberté de se transformer. Je crois que l'identité de chacun, chacune, dans la musique et au-delà de la musique, c'est un processus créatif, en fait, et continu et perpétuel. C'est dommage parce que nos sociétés aussi, hein, c'est pas juste l'Occident qui met une étiquette sur nous. Ce sont nos sociétés aussi qui décident à la naissance qui nous sommes et comment nous devons nous comporter, ce que nous devons dire, ce que nous ne pouvons pas dire, nous coiffer, nous habiller quand tu es une fille. On va rentrer dans des trucs de genre aussi qui m'intéressent. Mais, complètement, c'est très voilà, juste l'émancipation pour moi aujourd'hui,
d'être une fille qui fait de la musique. C'est de ne pas rater l'occasion de dire qui je suis et en quoi je me transforme, si je me transforme, et de prendre ce droit et de le rappeler. Naïma, ça me fait penser à quelque chose que vous me dites très souvent, plus invisible que le travailleur immigré et sa femme, à la fois dans le pays d'exil, mais aussi dans le pays d'origine. Et c'est un peu ce que viennent de nous raconter et Houriya, chacune à leur manière, à l'aune de leur trajectoire. On voit aussi les résistances dans les cercles familiaux qui s'exercent, et puis les résistances sociétales. Merci pour vos partages de témoignages et vos réflexions. Ce que disent Houriya et sont assez complémentaires de cette réalité d'invisibilité. L'a rappelé, ce rapport à, on va dire, c'est le Maghreb arabo-berbère, mais on va dire la femme orientale, c'est comme ça qu'on en dessine les contours de ce côté-ci de la Méditerranée, est enfermée encore aujourd'hui, malgré la déconstruction, dans ce rapport à l'Orient, fantasmé, protéiforme et historiquement mouvant. Cette exposition de l'Institut du monde arabe, donc de quel monde arabe s'agit-il ? Certainement un monde arabe qui ne parle pas exclusivement des Arabes de France ou des Arabes, entre guillemets, dans le sens anthropologique du terme, même s'il n'y a pas que des Arabes en Afrique du Nord, ne parle pas de cette ligne de force du rapport à l'outre-Méditerranée, à ces terres ultramarines qui datent du fait colonial. Et quand on parle de l'Afrique du Nord en France, on parle aussi d'une histoire coloniale et d'un rapport de domination, y compris du point de vue des esthétiques et des patrimoines culturels et artistiques. Et quand Houriya évoque la question des tabous des sociétés d'origine et de ce qu'elle doit gérer, même si elle ne le dit pas, parce que c'est quelqu'un qui va vers le positif, mais chanter à cette époque, dans les années 80, dans un contexte, celui des années beurre, si tu te souviens, Houriya, où on enfermait dans un autre paradigme, celui d'une génération de l'entre-deux qui va émerger médiatiquement, avec une espèce de bienveillance et une ouverture pour une France de la diversité, on disait à l'époque. Le rappelle, en dehors de ce rapport à l'Orient, point de visibilité. Donc, quelle place pour ces artistes d'Afrique du Nord, mais aussi en situation d'exil, ou en tout cas de présence ici en France métropolitaine. On a une famille artistique qui est très riche, qui est très importante pour le panthéon de la musique, maghrébine, des deux côtés de la Méditerranée. Tu évoquais tout à l'heure Haja Hamdawiya, par exemple. Pour le Maghreb en général, on a plein d'autres noms à citer, et je pense qu'on l'avait fait avec Hajer et Houriya dans d'autres sphères. Ces artistes incarnent aussi l'exil au féminin. Et cet exil au féminin, il a été invisibilisé parce que ces populations ont été enfermées dans le monde du travail. Et le monde du travail, c'est le travailleur, l'ouvrier avec son casque de chantier, l'ouvrier à l'usine, chez Renault, chez Peugeot. On l'a enfermé dans le monde du travail. Et quand il s'est agi de licencier en masse et de désindustrialiser la France, au début des années 80, on a cru que ces hommes, et sans parler de leurs femmes et de leurs enfants, allaient rentrer dans leur pays comme des machines-outils qui seraient cassées et qu'on renverrait à l'envoyeur. Et c'est cette déshumanisation des foules immigrées qui a fait qu'on n'a pas voulu voir son expression sensible et artistique. Et quand on parle des femmes, et cette expérience de l'exil au féminin, on l'a encore moins vue et encore moins entendue parce qu'elle était enfermée dans l'intimité des foyers immigrés, et on n'a pas tendu l'oreille pour entendre, ces chants qui racontaient les tabous, qui racontaient les injustices, les enjeux d'égalité femmes-hommes, la nostalgie du pays, mais du point de vue féminin. Et ces artistes qui ont marqué les deux rives de la Méditerranée, je pense que Houriya, dans sa génération, et depuis quelques années, s'inscrivent dans ce patrimoine des chanteuses qui dialoguent avec les deux rives de la Méditerranée, mais pas que, puisqu'on ne va pas enfermer les artistes dans un dialogue
essentialisé. L'artiste, par essence, est dans un dispositif créatif ouvert, mais elle se réapproprie un certain nombre de patrimoines qu'elle met en dialogue et vouloir, comme elle le disait tout à l'heure, les enfermer dans des labels ou des esthétiques, ce n'est pas que l'apanage de ce côté de la Méditerranée. Et on a parfois et Houria peut-être pourrait en parler, mais un peu des espaces un peu exsangues pour pouvoir aller explorer d'autres esthétiques. C'est très intéressant, cette notion de ne pas se laisser enfermer, que vous nous avez très bien raconté l'une et l'autre, Houria et il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que vous avez dit, justement, c'est de ne pas vous être enfermé et devenir une chérette à votre tour, voilà, parce qu'il n'y a pas que ça. Et vous vous nourrissez de multiples influences, et c'est ça qui est très intéressant dans votre musique. Et j'aimerais vous faire dialoguer avec Hajel, parce que Hajel, il n'y a pas très longtemps, elle a publié sur le club de Mediapart un billet coup de colère après le décès de cette grande diva marocaine, Haja Hamdawiya, qui a été complètement invisibilisée, y compris en France. Et donc, c'était à la fois rendre un hommage à cette reine de la Haïta, et puis c'était aussi, vous disiez, Hajel, l'occasion de s'interroger sur pourquoi les femmes, les artistes issus notamment du Maghreb étaient invisibles, restaient invisibles encore aujourd'hui en France. Je vous donne le micro tout de suite juste pour préciser, en fait, c'est pas du tout pour ne pas être une chira. Je pense que si j'avais été à une autre époque, j'aurais adoré. J'aurais milité, j'aurais été carrément une chira, vraiment. Et d'ailleurs, juste, par exemple, dans mon album précédent, Zarabi, je rendais hommage justement à ces dames que l'on voyait aussi dans nos maisons mettre du scotch, du whisky dans des petites théières. Et je perpétuais cette tradition, non pas parce que je voulais me cacher, mais pour leur rendre hommage, parce que ce sont de très grandes dames. Et en fait, quand je parlais de ne pas m'enfermer, c'est ne pas m'enfermer en tant que femme tout court. Mais bien sûr, mais pas en tant que musicienne. Voilà, et sans jamais dénigrer... les ancêtres, celles qui ont ouvert la voie, et à commencer par les chérats. Donc ça, ouais, effectivement. Et je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à écouter vous voyez combien elle se nourrit de ces influences-là, qu'elle n'oublie pas d'où elle vient et qu'elle n'oublie pas non plus tout ce qui peut s'inventer autour d'autres formes, que ce soit le rap, la soul. Oui, c'est vrai que quand j'avais écrit cet article pour le décès de Haja Hamdawiya, j'étais étonnée du peu de... en fait, il n'y avait pas eu d'article en France sur la question en français. Il y avait eu quand même au Maroc, évidemment, des hommages, mais au vu de son importance pour le patrimoine maghrébin de la musique, ça me semblait étonnant, d'autant plus qu'elle a eu une carrière en France. Parce qu'elle est passée par les fameux cabarets dont on a parlé avec Naïma quand on est venu à Mediapart, et parce que c'est une artiste de premier plan, et donc qui a été largement diffusée par cette communauté maghrébine en France. Et je pense qu'elle, comme d'autres artistes, subit une double... peine, c'est pas le mot, mais en tout cas, il y a deux choses qui se jouent. Alors, en France, c'est le rapport à l'histoire culturelle du Maghreb, qui n'est pas reconnue de la même manière, par exemple, effectivement, que celle du Proche-Orient, mais parce que l'histoire n'est pas la même, et le rapport au Maghreb n'est pas le rapport au Proche-Orient. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire coloniale, et parce qu'il y a aussi des clichés, et des clichés qui sont des clichés d'ordre raciste, qui ne sont pas les mêmes, et ça paraît loin quand même, l'Égypte, le Liban, par rapport à ce Maghreb qui est si loin, si proche, comme le dit si bien Naïma. Et donc, en France, il y avait cet aspect-là. Donc on ne connaît pas les grands noms de la chanson marocaine ou tunisienne ou algérienne, peut-être un petit peu plus, mais d'ailleurs c'est plutôt des gens plus récents qu'on connaît, des Cheb Khaled, etc. Il y a toute une histoire de la musique algérienne qui précède aussi les grands chanteurs qui arriveront à partir de la fin des années 70. Et au Maroc, je pense que, et pour le Maghreb, en fait, la question de la place des femmes artistes n'est pas évidente pour les raisons qu'ont pu évoquer Oum et Houria. C'est aussi que c'était à l'origine aussi la profession des femmes qui avaient la possibilité de le faire. Mais souvent des femmes déclassées socialement parce que orphelines, parce que fuyant un mari violent, ou pour certaines des femmes qui avaient
pour le cas de Haja Hamdawiya, par exemple, son père avait un pied dans le théâtre. Donc elle accède de cette manière-là. Mais quand on regarde la biographie de plusieurs artistes de la même époque que Haja Hamdawiya au Maghreb, c'est plutôt des femmes très pauvres, très souvent orphelines, qui aussi sont passionnées, mais c'est aussi un espace où elles peuvent avoir une émancipation financière. Donc accéder aussi à un... Mais c'était décrié. C'était très, très, très mal vu d'être une femme artiste. Il y a les divorcées, comme le dit Naïma. C'est donc les femmes aussi déclassées socialement qui accèdent à cette sphère artistique, mais qui sont montrées du doigt parce qu'il a fallu un temps pour que les artistes soient reconnus. Et c'est une reconnaissance très difficile au Maghreb. Aujourd'hui, c'est très difficile d'être un artiste et de vivre encore de son art, comme c'est le cas en France ou dans d'autres pays. Et Haja Hamdawiya, c'est très intéressant parce qu'elle rentre dans ce milieu artistique, mais son père, qui avait quand même des liens, s'y oppose, parce que ça reste une femme. Elle persiste et elle va commencer au Coq d'Or, ce cabaret ouvert par Salim Hellali, le grand chanteur algérien, qui ouvre un cabaret à Casablanca. Elle fait carrière. Mais elles sont très populaires, mais quand même très montrées du doigt, quoi. Elle continue à Paris, et ce qui est intéressant, c'est que dans son parcours, elles n'ont pas eu la reconnaissance, elles n'ont pas eu, oui, parce que par exemple, Haja Hamdawiya, elle va militer pour l'indépendance du Maroc. C'est quelqu'un qui va dire: j'ai caché des armes sous mon cafetan alors que je sortais de scène, j'étais là pour l'indépendance du Maroc, au même titre que les autres femmes qui ont contribué aux indépendances, elles ont été invisibilisées comparées à l'effort fourni par les hommes. Donc, Haja Hamdawiya va avoir une grande carrière jusqu'aux années 80. Et aux années 80, ce qui se passe, c'est qu'il y a le style Rewan avec Nassel Rewan qui arrive. Bon, encore ça allait. Il y a le raï, il y a aussi la pop du Proche-Orient. Et la haïta il n'y a plus autant de scènes possibles pour elle, et elle va tomber dans une extrême pauvreté pendant très longtemps, alors qu'elle a été la plus grande star marocaine, d'où l'ambivalence. Et c'est particulièrement les femmes qui ont subi ce sort-là de déclassement aussi, même quand elles ont réussi en tant qu'artistes, d'être très vite déclassées pour une question de mode, aussi parce qu'elles vieillissent, etc., etc. Et moi, je trouvais important de replacer cette histoire féminine de la musique maghrébine, parce qu'elles ont un rôle essentiel et que c'est un patrimoine qu'on ne connaît pas bien en France, mais même des fois dans nos pays. Il y a plusieurs, pour le cas de la Tunisie, qui est mon pays, plusieurs femmes qui ont été effacées de l'histoire populaire et culturelle du pays, alors même qu'elles étaient d'immenses stars dans les années 20, 30, 40. Et aujourd'hui, peu de gens se rappellent qu'elles ont existé, comme Shafia Rochdi, qui a été une des fondatrices de la Rachidiyya, dont j'avais parlé dans la première émission, qui est donc cette association qui se crée contre le protectorat pour préserver la culture tunisienne et les musiques tunisiennes, et qui a derrière, de manière non officielle évidemment, milité pour l'indépendance. Donc elle était aussi une antenne indépendantiste d'artistes. Et on dit souvent que c'est Rmaïs Ternan, qui est un très grand musicien, et Mustafa Sfar qui ont créé la Rachidiyya, mais en fait il y avait une femme, et c'est Shafia Rochdi. Elle n'est jamais citée comme étant une femme ayant contribué à cette à la fois association culturelle, mais aussi cette antenne indépendantiste. C'est ça ce qui est incroyable, c'est que voilà, elles existent, elles sont là, mais on leur a comment enlevé leur place. Je voudrais qu'on interroge justement les démarches de Oum et de Houria, parce qu'elle raconte ceci aussi. Houria, vous chantez l'Algérie depuis 30 ans, mais avec une démarche quasi d'anthropologue, puisque vous allez chercher les chants traditionnels, et l'idée c'est de les transmettre. Et ma question, ça va être, voilà, est-ce que l'émancipation passe aussi par la transmission? Et vous faites pareil quand dans vos chansons, vous nous racontez l'histoire d'une tisseuse au fin fond du désert marocain. C'est aussi cette démarche-là qui est de ne pas oublier ces traditions-là et d'incarner véritablement ces femmes-là. Oui, la transmission, pour moi, ça passe aussi par le langage. Dans le cas de mon pays, la Darija, qui est le dialecte arabe du Maroc, et une langue qu'on dit que c'est une langue de la rue. Et pourtant, dans les années 60-70, les Rewan notamment ont écrit pas mal de choses très poétiques à base de Darija. Donc c'est ce que j'essaie de faire, aussi montrer aux jeunes d'aujourd'hui qu'il y a autrement, on peut faire autrement.
une communication autrement qu'avec des abréviations un petit peu effrayantes comme c'est le cas hein, sur les réseaux. Tout ça, c'est très bien, hein, c'est de leur temps et tout. Mais je pense que voilà, dans la Darija, par exemple, il y a des thématiques que l'on n'aborde pas naturellement, comme l'amour, comme le désir, que la musique est aussi un biais qui facilite cela et qui rend ça possible. Donc la transmission, je la vois plutôt dans ce sens. Si vous permettez juste une petite intervention juste par rapport à tout ça, je pense que par rapport à la question du sexisme et à la visibilité ou non des filles, des femmes, que ce soit dans la musique ou ailleurs, je ne pense pas que ce soit une problématique qui nous soit exclusive ni au Maghreb, ni à l'Orient, ni à l'Afrique. Je pense que c'est le cas aussi. Il y a beaucoup moins de musiciennes dans le monde que de musiciens de toute façon. Et c'est d'ailleurs le cas dans tous les autres métiers. Et mondial, et c'est très dommage. Bien sûr, il faut le rappeler. Oui, il ne faut pas se laisser enfermer là-dedans dans des représentations qui voudraient enfermer un seul coin du monde dans ces arcs. Oui, exactement. Un monde pensé par les hommes, dominé par les hommes, qui l'est encore aujourd'hui et contre lequel on se bat tous ensemble, femmes et hommes aussi, pour avancer vers l'égalité. Oui, alors, voilà. On émancipe par la transmission, c'est pour ça que vous chantez et que vous explorez telle une anthropologue l'Aurès qui est cette région au nord-est de l'Algérie et qui nous raconte aussi tout un patrimoine. Alors en ce qui me concerne, la transmission n'a jamais été un sujet pour moi, si vous voulez, dans mon travail. Jamais je n'ai pensé a priori, comme ça tout de suite, à la transmission. Il se trouve que par mon travail, par la nature de mon travail, le fait de reprendre un répertoire qui en fait m'a été donné de manière tout à fait naturelle. Je vivais dans une maison où il n'y avait que des femmes et on chantait toute la journée et que forcément j'allais apprendre à chanter. Il se trouve que j'avais une fibre, enfin j'étais sensible au chant et que dans ma famille, depuis très très longtemps, il y a, comme je le disais tout à l'heure, ce passage d'une génération à l'autre du répertoire et que je m'en suis imprégnée et que en fait pour faire de la scène en Occident de manière très générale, il fallait que j'aie de la matière, c'est-à-dire du texte, et pour avoir du texte, eh ben, il faut retourner sur le terrain. En effet, j'étais beaucoup aidée par le fait que j'avais fait des études de sociologie, d'anthropologie. Je savais à peu près comment on pouvait faire, quoi, comment on pouvait recueillir de la parole, en fait. Hein. Et là, il s'agit de la parole chantée, mais j'ai vraiment le souvenir de moments extraordinaires que j'ai passés avec des femmes dans l'Aurès. Et ce que j'ai vécu avec elles il y a 25 ans, quand je commençais à chercher de la matière, eh bien, on a recréé de manière tout à fait naturelle ce que j'avais vécu quand j'étais petite fille. C'est-à-dire qu'on se retrouvait, c'était des journées chaudes, et on se retrouvait dans un espace féminin commun. Et au moment du café ou du thé, les femmes étaient heureuses d'être ensemble, parce qu'on rit beaucoup quand on est entre femmes dans des espaces féminins. On rit beaucoup. On a plein de sujets pour rire, mais aussi on rit des hommes. On se moque d'eux. Et voilà. Donc, voilà. En fait, je fais partie d'une chaîne presque à mon insu, au fond. Je ne le cherche pas. Mais il se trouve que par la pratique du chant que j'ai, je suis un maillon de cette chaîne de transmission. Et vous étiez voué à être l'artiste que vous êtes aujourd'hui. Un de vos albums, d'ailleurs, c'est un hommage à plusieurs chanteuses algériennes et qui ont des répertoires totalement différents, des histoires, des trajectoires totalement différentes. Oui. Je pense notamment à Fadela Dieri ou encore Cheikhar Rimiti. Oui. Comment vous les avez sélectionnées ? Alors,
en fait, je procède toujours de la même manière, même quand je travaille sur le répertoire aurécien qui est le mien, et que je connais bien pour l'avoir pratiqué toute petite. J'écoute, et si je suis, comment dire, si je suis émue par ce que raconte l'artiste, je me dis c'est le bon morceau. Et c'est vraiment comme ça. Ou alors, c'est des souvenirs d'enfants. Par exemple, Fadela Dziria, j'ai choisi son texte parce que c'était un morceau que je chantais quand j'étais petite fille, quand on voulait chanter du Hausi ou danser comme les Algéroises avec des foulards comme ça. Ce qui ne se pratique pas du tout dans ma région, eh bien, on interprétait ce morceau de Fadela Dziria. Donc, c'est vrai, des réminiscences. Si vous voulez, c'est un travail à la fois sur la mémoire, sur le souvenir, sur le rapport intime à l'artiste. Vous voyez, par exemple, le morceau que j'ai choisi de Miriam Fekay, je l'ai choisi parce que quand je l'entendais quand j'étais en Algérie. Moi, je venais de la montagne, hein, vraiment, le Hausi, ce n'était pas mon truc. Et j'arrive à Alger et je découvre dans le milieu étudiant ce répertoire citadin. Hein, parce que c'est vraiment pas ma tradition. Je découvre dans le milieu estudiantin ce répertoire de citadin, de la citadinité, qui était à ce moment-là, quand j'arrivais à Alger, était représenté par Miriam Fekay et Fadela Dziria. C'était vraiment les deux références du Hausi féminin algérois. Voilà, en fait, c'est des choses sensitives. Enfin, le choix du texte se fait vraiment de manière sensitive. Si il y a des réminiscences de souvenirs, d'images, d'émotions, ça peut même être des traumatismes, je n'en sais rien, si je cherchais un peu, peut-être que j'en trouverais. Voilà, tous les textes que je choisis sont dans ce rapport à l'intime de l'artiste. Oum va devoir nous quitter, on la retrouvera en concert ce soir. Mais juste peut-être avant que vous nous quittiez, une dernière petite question. Je pense à une chanson Kémi qui était dans le précédent album, pas le dernier, pas Daba. Si, qui est dans Daba. C'est dans Daba, oui. D'accord. Bon, j'ai confondu. Et vous parlez des femmes, de leurs difficultés, et puis aussi de leur force. Oui, bah, leur force, de toute façon, elles sont fortes. C'est pour ça qu'on en a peur. C'est pour ça que nous avons des problèmes, non ? L'idée de Kémé, c'est juste en fait de dire à ces femmes fortes ou affaiblies qu'elles ne sont pas seules, que d'appeler une solidarité féminine, que de aussi rendre hommage à cette culture et à cette tradition où les femmes n'ont pas toujours été battues, soumises. Chez nous, que ce soit dans le désert ou à la montagne aussi, les femmes amazirs sont fortes. Il y a même certaines tribus qui sont plutôt matriarcales. Donc c'est pour ça aussi que j'ai choisi de chanter, d'écrire cette chanson en tamazir, enfin de l'écrire en arabe, mais de me faire aider pour la traduire. Elles ne sont pas seules, toutes les femmes du monde, celles qui sont des mères célibataires, celles qui exercent des métiers qu'elles ne sont pas censées exercer. Vous savez, être une femme dans nos cultures, surtout dans nos cultures, eh ben, il nous faut toujours un homme à nos côtés. D'abord un père, et puis un frère, un mari, et puis même après, c'est notre fils qui peut-être doit décider pour nous, avec lequel on doit se concerter. Et être une femme, c'est pas simple, mais c'est une grande chance. Mon idée avec Kémé, c'est juste de leur dire à toutes, on est ensemble, et la force est en nous, il faut juste se le rappeler mutuellement. Merci, Oum. Juste comme... M. Carlos, vous n'avez pas parlé, on va vous donner juste une fois la parole. Peut-être vous, est-ce que ça vous interpelle l'invisibilisation des femmes artistes dans le milieu qui est le vôtre? Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir grandi dans un pays, Cuba, où depuis petit, en fait, déjà, peut-être les plus grosses artistes à Cuba, c'est des femmes. Et ma mère, en fait, c'est elle qui m'a appris la musique. Hein. Je me souviens quand j'avais 4 ans, elle m'a amené voir sa meilleure amie qui était prof de piano. Et ça, c'est une chance, en fait. Je ne peux pas dire le contraire. Alors que chaque fois, je vois les contraires, c'est-à-dire dans des endroits, pays, ou des régions où les femmes,
je connais personnellement que souvent c'est les femmes qui transmettent, ce sont elles qui transmettent la culture en fait, parce que ce sont elles qui sont souvent avec les enfants hein, depuis petit. Donc ce sont les femmes qui connaissent leur culture plus que les hommes et qu'elles sont interdites non, de jouer devant le public et de transmettre ça un peu. Voilà. Merci. Merci. Bonne préparation, Merci. Bonne balance et puis à ce soir. Qu'est-ce que les mots de M. Carlos vous inspirent, Naïma? Pardon. Les mots de M. Carlos m'inspirent d'autant plus qu'on dit femme puissante, c'est un peu galvaudé. On va dire femme forte, femme engagée. Je dirais simplement que, sans revenir sur le CV de chacune de ces artistes qui souvent ont connu des conditions de vie douloureuses, complexes, parfois certaines ont dit quand même pu porter une revanche sur la vie. On parlait de la mémoire de Fadela Zeria. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'était une artiste qui était considérée avec un statut assez, on va dire, classe. On peut dire qu'elle était portée au nu à la fois par les milieux populaires comme les élites, celle qui quand même a divorcé très jeune et qui a fui ce mariage pour aller chanter pour la diaspora algérienne en France hexagonale dans les années 35-36. Et c'est là-bas qu'elle s'est autorisée à devenir une artiste. Et c'est ce qui, moi, m'interpelle et m'intéresse dans cet entre-deux méditerranéen, c'est que beaucoup vont, j'allais dire, briser le tabou du végétarien, mais sans essentialiser les femmes, parce que les hommes ont le même problème. Il y a beaucoup de chanteurs qui ont pris des pseudos, parce que c'était très mal vu, notamment pour ceux qui venaient de sociétés traditionnelles agraires, de devenir chanteurs de variété, pour faire un peu caricatural. Et donc, je sais que par exemple, Feu le regretté Idir a eu maille à partir avec sa mère qui voyait très mal, d'un œil vraiment noir, son fils futur ingénieur devenir chanteur. Et donc, vous imaginez pour une femme qu'on destinait au foyer, devenir, entre guillemets, une vedette, c'était être une fille de mauvaise vie, on disait à l'époque. Et quand on parlait des cabarets, le cabaret, comme on dit, avait l'accent, c'était un lieu de perdition. Et quand on sait ça, on voit le courage qu'ont eu ces artistes pour donner une voix à l'expérience féminine de l'exil ou pour simplement parler des affres du cœur, du désir, de l'amour, des chagrins amoureux, en gros comme toutes les chansons du monde, de ces femmes, qu'elles soient de culture juive ou musulmane, parce que parmi elles, il y a quand même beaucoup d'artistes aussi de confession et de culture juive. Lynn Monty, on en a beaucoup, dont on a évoqué la mémoire, qui chantent de manière identique à leurs consoeurs de culture musulmane. Et pour revenir sur un élément que Hajar apporte à notre connaissance sur l'aspect économique du dossier, sans accuser ces messieurs, il y avait quand même dans un marché des biens culturels un enjeu important, c'est celui des droits d'auteur. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, avant, pour être sociétaire à la SACEM, il fallait passer un concours de composition. En gros, il fallait prouver qu'on était un auteur-compositeur. Et donc, autant vous dire que cette tradition orale des femmes dont parle Houria, qui en est l'une des dépositaires, qui va nourrir cette chanson moderne, on va dire chanson kabyle. Chanson kabyle, ça ne veut rien dire. Ça apparaît avec une génération au milieu du XXe siècle qui va partir en exil et qui va, on va dire, structurer une proposition musicale en kabyle. Parce que 90% de l'immigration du début du XXe siècle d'origine algérienne est kabyle. Et donc va se raconter en exil, y compris les chanteuses qui vont, à partir des années 50, enrichir cette famille musicale ici en France métropolitaine. Mais certaines ont fait carrière d'abord en Algérie coloniale avant de venir ici. Et certaines vont y retourner après les indépendances. Donc ces allers-retours existent. Mais les droits d'auteur, on les dépose à Paris. Jusqu'à il y a peu, c'était... Enfin, le débat, il n'y avait pas de débat. On écrivait une chanson, on la déposait à la SACEM. Alors, autant vous dire que pour une femme, en 1955, être auteur, compositeur, sociétaire à la SACEM, c'était de la science-fiction.
Donc, elles n'avaient pas accès à une instruction classique. C'était le cas pour leurs collègues masculins, ce qui veut dire qu'il y avait très peu de sociétaires qui étaient capables de déposer des chansons. Alors déjà, parmi les hommes, beaucoup ont été un peu spoliés parce qu'ils ont dû passer par un tiers pour déposer leurs chansons à la SACEM. Beaucoup ont été spoliés par des producteurs qui se sont inscrits comme auteurs-compositeurs pour avoir des avaloirs sur la production des 45 tours. Et quand on parle des femmes, quand elles ne sont pas elles-mêmes interprètes, auteurs et compositrices, que dire du patrimoine d'origine qui va nourrir une partie non négligeable de ces chansons qui vont parfois n'être que des adaptations de chants villageois, pour aller vite, qui ont été créés par des femmes, mais dont ceux qui bénéficient des droits d'auteur jusqu'à aujourd'hui sont souvent à la grande majorité des hommes qui ont connu l'immigration les premiers, qui ont eu accès à une forme d'instruction musicale, qui ont pu déposer ces chansons. Donc ce matrimoine, si on doit utiliser les mots précis, ce matrimoine est très peu reconnu de manière financière, si j'ose dire, au niveau des droits d'auteur, parce qu'il ne faisait pas l'objet d'une formalisation juridique et financière qui aurait permis à certaines d'entre elles de vivre de leur art et de leur poésie, et aussi parce que c'est un patrimoine universel. La notion de propriété individuelle sur un patrimoine ancestral, c'est une gageure qui fait que ces femmes se sont retrouvées dans un espace où elles n'étaient jamais reconnues. Et tu parlais de Haja Hamdawiya, la liste est longue. Pour ceux qui connaissent un peu la musique d'Afrique du Nord, beaucoup d'artistes ont fait carrière en France et aussi dans les pays d'origine, et certaines sont mortes dans la solitude, dans des chambres d'hôtel à Barbès, oubliées de tous. Et je conclurai simplement pour répondre à ta première question. Donnez-nous des noms. Hanifa, par exemple. J'en parle devant mon ami Mustapha qui connaît ce répertoire. Hanifa, c'est la grande chanteuse avec Sherifa de la chanson kabyle au féminin. C'est une femme en rupture de banc, comme le racontait tout à l'heure Hajar pour d'autres artistes. Ces femmes, la plupart du temps, hormis quelques exceptions notables, Noura, chère à mon cœur, qui va venir en tant que vedette avec son époux Kamel Hammadi, ou d'autres artistes plus tard, mais l'écrasante majorité est en rupture de banc avec la société traditionnelle d'origine. C'est peut-être vrai aussi pour des chanteuses qui venaient d'Auvergne ou de Bretagne et qui venaient danser dans les music-halls à Paris. On ne va pas essentialiser ces femmes. Je pense que la question des femmes sur les scènes du spectacle vivant, elle dépasse le cas des femmes d'origine maghrébine. Mais dans le cas que nous discutons aujourd'hui, ces femmes qui sont absentes de cette exposition, elles sont aussi absentes parce qu'il y a un problème majeur, c'est celui de la postérité. On va vous dire, mais pourquoi voudriez-vous qu'on parle de Haja Hamdawiya ou de Noura ? Parce que ton coup de gueule que j'ai lu avec beaucoup d'attention dans Mediapart, moi j'ai poussé un coup de gueule identique en 2014 à la disparition de Noura, qui est une artiste qui a été la première à recevoir en France un disque d'or pour ses ventes, qui était chevalier des arts et des lettres en 2008 et qui a vécu 60 ans à Barbès et qui côtoyait tout le gratin de Saint-Germain-des-Prés, Juliette Gréco, etc., en habitant rue Dauphine et en se produisant dans les cabarets orientaux. Cette artiste qui est une artiste de France, autant qu'elle est une artiste d'Algérie et du monde arabe, parce qu'elle est connue dans le monde arabe. Elle est morte en 2014. Nous étions 400 à l'hôpital Lariboisière pour la levée de son corps, avec des vedettes. Il y avait d'ailleurs, il y avait d'autres vedettes connues du grand public. Il n'y a pas eu une ligne dans un journal. Il n'y a pas eu une ligne. Donc on a fait un papier dans Télérama pour parler de ce sujet et de dire, voilà, une partie de nos concitoyens sont d'origine maghrébine, sont titulaires d'un patrimoine, d'une diaspora artistique ici, en France, et quand ces monuments disparaissent, aucune presse, même spécialisée, ne s'en émeut, n'instruit le grand public sur qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle a à voir avec le patrimoine culturel de France.
Et c'est là où le bas blesse. Et quand l'Institut du monde arabe fait cette exposition sur les divas du monde arabe, cet angle mort de la France hexagonale et de son rapport avec ses anciennes colonies, il n'a pas sa place. Et il n'a pas sa place parce qu'on vous dira, mais voyons Hajer, mais voyons Naïma, qui connaît Noura? Nos visiteurs à l'Institut du monde arabe ne savent pas de qui vous parlez. On ne peut pas faire une exception pour une minorité, etc., etc. Et donc, si même des chanteuses comme ça, qui sont chevaliers des arts et des lettres, qui ont vendu assez de disques pour être distinguées d'un disque d'or, qui ont fait carrière, qui, je ne sais pas quoi dire, qui ont fait toute leur carrière en France, ne méritent pas une ligne dans un journal et ne peuvent pas faire l'objet d'un encart dans une exposition, c'est qu'on a un problème. On a un problème, et moi j'appelle ça poliment un angle mort, mais je pense qu'il y a là, c'est le nœud gordien d'une démarche patrimoniale que nous devons résoudre. Parce que ces populations participent de notre patrimoine ici en France. Et la lutte pour la reconnaissance, elle passe aussi par l'attribution de noms de rues, comme vous l'avez fait en inaugurant la place Chira Remiti dans le 18e arrondissement à Paris. Oui, on a inauguré la place Chira Remiti dans le 18e. Je vous invite à la visiter. On l'a inaugurée en grande pompe. Mais, comment vous dire, il s'agit d'une manière de réinscrire dans la photo de famille ces artistes, ce patrimoine, et à travers eux, les diasporas qu'elles incarnent. Quand on inscrit Chira Remiti dans les rues de Paris, avec une place, qui a une forme de notoriété grand public quand même, c'est pas celle qui était le moins connue. Elle a connu une seconde carrière à plus de 70 ans, devenant une grande vedette des soirées branchées parisiennes, tout en ne changeant pas un iota de ses danses, de ses tenues et de ses paroles. Et celle qui malicieusement et sans aucun tabou, là pour le coup, sans aucun tabou, évoquait tous les sujets les plus triviaux avec un grand talent, s'inscrit désormais dans les rues de Paris, la ville lumière. Et ça, c'est une forme concrète de reconnaissance patrimoniale, même si je ne vous cache pas, parce que c'est le quartier de Hajer, on en parlera, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et c'est ça que nous devons interroger. Pourquoi il n'y a pas une forme de légitimité ou de fluidité à prendre en charge aussi ces figures du patrimoine de France? Et ça ne fait pas plaisir à qui? À ceux qui veulent maintenir une avenue Bugeaud, par exemple? Par exemple, quand je questionne la pertinence d'une avenue Bugeaud connaissant les crimes dont il s'est vanté, pour l'anecdote, à Paris, vous avez l'avenue Bugeaud. Il y a plus de 500 adresses sur cette avenue. C'est l'argument qu'on vous sert quand on vous dit qu'on ne peut pas débaptiser l'avenue, sachant les crimes commis par le général Bugeaud, notamment en Algérie. Son pire ennemi à Bugeaud, c'est Victor Hugo. Et au bout de l'avenue Bugeaud, vous avez un rond-point Victor Hugo à Paris. Parce que c'est cette incurie historique et patrimoniale que nous vivons. De son vivant, le général Bugeaud avait un ennemi, c'était le grand Victor Hugo, qui dénonçait les crimes en Algérie, génocidaires sur les populations civiles, comme disait le général, qu'on gazait comme des renards. Et quand on porte à la postérité ce genre de crimes de guerre, et qu'à côté de ça, pour un sujet qui est plutôt consensuel, c'est la musique. On peut dire que Chira Remiti a fait le lien. Je veux dire, moi, à la fin de sa vie, son public n'était pas du tout communautaire. Alors qu'elle n'a pas changé, je vous dis, un iota de sa manière de se produire sur scène. C'est ça le partage et la rencontre. Et nous portons des valeurs de partage, de dialogue et de rencontre, et nous revendiquons une reconnaissance patrimoniale. Mais on ne peut pas juste l'invoquer, il faut le construire, il faut produire les outils pour permettre cette reconnaissance. Et les outils, ça passe par l'histoire, les archives, la transmission, le patrimoine, et les démarches comme celle de Hajer dans ses productions journalistiques ou Houria sur scène nous aident à partager et à mettre en dialogue ces patrimoines. On va justement s'intéresser au travail de Hajer et à ses productions journalistiques et son podcast Vintage Arabe qui participe à réhabiliter et à faire connaître cette histoire longue d'émancipation par la culture. Vous avez d'ailleurs récemment produit un documentaire radio sur Taous Samrouch
pour France Culture et vous avez également tenu pendant 4 heures le direct pour nous raconter la vie, l'œuvre de Myriam Makeba, autre grande artiste. Voilà, la radio, c'est un bon outil aussi pour se réapproprier, pour faire connaître l'histoire de ces femmes artistes. Oui, est-ce que je peux juste dire quelque chose par rapport à l'intervention de Naïma par rapport à la place Sheikh Harimiti? Je pense que c'était très important de aussi marquer dans ce quartier cette histoire de l'immigration, notamment algérienne, puisque la Goutte d'Or est un quartier, historiquement, un quartier de l'immigration algérienne, qui a été aussi par le passé le quartier des Auvergnats, le quartier des personnes venues du Nord, Pas-de-Calais. Donc il y a une histoire dans ce quartier et il n'y avait pas de traces visibles, enfin institutionnelles, comme une nom de rue, un nom en fait d'une rue qui serait celle d'un Algérien ou d'une Algérienne. Donc c'est extrêmement important et que cette place soit dans ce quartier-là, je pense aussi pour cette raison-là. Et pour revenir juste sur la question de la place de la communauté maghrébine dans cette diffusion culturelle, je pense qu'on ne lui reconnaît pas assez aussi quelqu'un comme Kulthum. Les premières personnes qui la ramènent en France, c'est pas Bruno Cocatrix, c'est pas l'Olympia, c'est les immigrés et c'est les travailleurs ouvriers maghrébins qui sont d'ailleurs l'immense majorité du public à ces 2 concerts à Paris dont on parle souvent quand on évoque une histoire française le passage français d'Kulthum à Paris, mais on ne dit jamais qu'en fait ce public-là c'est des ouvriers, on ne dit jamais que les stars même du Proche-Orient, si elles viennent en France, elles le viennent aussi beaucoup par l'intermédiaire du comité d'entreprise Renault. On en avait parlé à Mediapart, mais c'est un ouvrier marocain, le premier ouvrier élu au comité d'entreprise de Renault qui impose, parce que les ouvriers ont revendiqué, ont fait grève pour avoir des représentants au comité d'entreprise et donc avoir aussi l'accès à la culture. Et Mustapha Ebdihi est élu et il fait des propositions de programmation avec des artistes venus du Maghreb et du Proche-Orient. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que Haja Hamdawiya a fait des grandes salles comme l'Olympia. Et on ne le reconnaît pas, on ne reconnaît pas à cette communauté, que c'est aussi cette communauté qui a diffusé massivement les chanteurs du Proche-Orient et qui ont permis de les faire connaître en France. Voilà, c'était juste pour la petite parenthèse, mais ça me semblait important aussi de le replacer pour compléter évidemment le propos excellent de Naïma. Et oui, je pense qu'en fait, moi, quand j'ai commencé le podcast, je m'interrogeais sur l'écrit. J'écris aussi, mais sur l'accès à l'écrit et sur aussi comme je voulais parler de musique, j'avais envie que les gens écoutent, pas seulement lire un article, une trajectoire biographique ou raconter un événement. J'avais envie d'être sûre un peu que les personnes écouteraient les chansons, et puis aussi des chansons qui parfois sont dans des formats très différents de la musique française ou européenne, des formats parfois beaucoup plus longs ou des parties des introductions très longues instrumentales, et j'avais besoin d'essayer quelque chose qui permettrait une écoute et une immersion, et ça a été assez moi j'ai une formation d'historienne, j'avais envie aussi de raconter comment ces musiques ont émergé, leur contexte socio-historique de production, et ça me paraissait être un bon vecteur. Et puis c'est aussi, quand moi je commence en 2018 en indépendante, et mon podcast est d'ailleurs toujours indépendant et bénévole, mais je le fais en me disant que le podcast, c'est aussi un moyen qui commence à qui intéresse de plus en plus les jeunes. Donc je le fais pour ces raisons-là. Et venir après à France Culture, c'était aussi avec l'envie de parler de ces trajectoires-là, notamment de trajectoires de femmes. C'est vrai que là, mes émissions, en l'occurrence, ont été sur des femmes, et j'en suis très contente parce que elles ont leur place aussi sur la radio publique et à être racontées de manière historique, documentée, et pas forcément les restreindre à seulement une catégorie vague de musique du monde. J'avais envie qu'on connaisse le nom du genre musical, le lieu de naissance de la personne, le contexte politique. C'était très important pour moi pour aussi les replacer comme des musiques comme les autres, comme des musiques comme des genres musicaux français ou européens. Et dans votre panthéon, à chacune, quelles sont les artistes féminines qui sont à la cime? Ouria? Aujourd'hui, oui. Elles peuvent être au nombre de plusieurs. Oui, c'est ça. J'essaye de faire une espèce de...
J'en citerai quelques-unes dans les migrations, mais en Algérie, Naïma, aide-moi. Pas forcément en Algérie. Hein. Tu veux dire les anciennes? Ben non, la question c'est d'aujourd'hui. Ah, d'aujourd'hui? Non, mais non, vraiment, en fait, les artistes féminines dans votre panthéon à vous, oui, alors voilà, vraiment, celles que vous écoutez, celles qui vous parlent, celles qui vous inspirent. Alors, d'accord. À part moi. Hein. Alors, je pense immédiatement à l'une d'entre elles qui vient de l'Aurès et qui s'appelle Beggar Hedda. Voilà. C'était une très grande artiste populaire qui a aussi, dans un tout autre genre que Rimiti, a fait aussi quelque chose qui pourrait ressembler à la trajectoire de Rimiti. Donc, elle se produisait sur scène avec un Gsabi et un Benedri, un joueur de flûte Gasba et un joueur de bendir, et elle se déplaçait donc à l'intérieur de l'Algérie, enfin dans sa région, enfin de l'Est, mais quand même. Et ça, c'était c'est une particularité, parce que les femmes, d'abord, ne se produisent pas. En fait, elles se produisaient sur les places du marché. En fait, elles se produisaient dans un espace ouvert aux hommes, etc. Et donc, c'est elle qui me vient comme ça tout de suite en tête. Et évidemment, j'ai une tendresse particulière pour Rimiti, qui m'a beaucoup inspirée pour mon disque des Rennayat. J'aime profondément Sherifa. Vraiment, pour moi, c'est une des grandes interprètes du répertoire berbère de Kabylie. Bien sûr, je parlais tout à l'heure de Merim Fekay et de Fadela Dziriya. Et hors d'Algérie. Alors, hors d'Algérie, alors ça c'est peut-être plus facile. Ma diva des divas, c'est Barbara. Voilà. Machallah. Diva du monde arabe, que tout le monde connaît. À toi, à vous, Naïma. Oh, moi, je l'ai déjà un peu dit, mais à part Horia, parce que c'est pas du jeu, elle est à côté de moi. Donc c'est cette fameuse chanteuse Noura qui, pour ceux qui ne la connaissent pas, est la première interprète du jeune Michel Berger. Parce qu'elle était la vedette du catalogue arabe de chez Pathé Marconi, et que le jeune Michel, après avoir été un chanteur des yéyés à 12 ans, pour ceux qui l'auraient vu à l'époque, mais on est tous très jeunes, on ne savait pas tout ça, il a été embauché comme compositeur et auteur chez Pathé Marconi à l'âge de 19 ans. Sa première chanson, c'est Cette vie, une chanson assez mélancolique en français. La chanteuse Noura va faire un EP de 4 chansons en français, avec Paris dans mon sac, Cette vie de Michel Berger, ou aussi La maison. Et si vous écoutez, ça se trouve sur Internet, ça ressemble à du Françoise Hardy. Et c'est la guerre des 6 jours qui va mettre un terme à cette collaboration avec les frères Marouani. Et on ne va pas accompagner ce disque de la promotion qu'il méritait. Et elle ne va pas rencontrer le grand public, puisqu'elle chantait en kabyle et en arabe. Et on voulait lui faire traverser le miroir et rencontrer le grand public. Et comme elle chantait parfaitement en français et qu'elle avait une voix merveilleuse, elle a raté cette carrière par le fait de la géopolitique. Et sinon, je dirais oui, c'est chez Rimiti. Aussi peut-être Hanifa, dans le même genre que Sherifa, qui était un peu, pas une diva, mais plutôt une diva punk de la chanson kabyle. Parce qu'elle chantait l'alcool au féminin, l'exil, la douleur. Enfin, c'était vraiment... C'est pas la Nina Hagen, parce que c'est pas tout à fait ça, mais elle est extrêmement intéressante dans Hanifa. Et peut-être une dernière maghrébine, je dirais... j'ai une tendresse particulière pour... Naama, qui est une chanteuse tunisienne que je trouvais assez flamboyante à l'époque, et qui, elle, a chanté aussi un peu l'air du temps dans sa Tunisie natale à l'époque. Et je dirais plus simplement qu'aujourd'hui, j'aspire et j'appelle de mes voeux que des artistes tels Rachida, mais chez les filles, fassent découvrir au grand public en France et à l'international
les perles, les richesses de ce répertoire féminin d'Afrique du Nord, parce qu'il y a beaucoup de très 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 belles chansons qui, grâce à Houriya, sont arrivées jusqu'à nous. Mais le répertoire, comme Houriya, ne peut pas tout prendre en charge. Sauf si tu veux... non. Je pense que la génération... Parce que Houriya était vraiment pionnière, parce que les années 80, on peut dire que tu es quasiment la seule depuis les années 80 à perpétuer ce prolongement patrimonial que tu te réappropries, bien évidemment. Mais à mon sens, tu es la seule à le porter. Et je pense que cette génération des chanteuses comme Jazia Satour, Samira Brahmiya, Nawel Benkrayem et bien d'autres, des chanteuses de musiques actuelles qui travaillent ici en France, pourraient, avec leur musicalité plurielle, se réapproprier ce répertoire. C'est pour ça que pour la place Chira Remiti, nous les avons faites chanter des chansons du répertoire de Chira pour perpétuer son œuvre et se la réapproprier. Voilà. Et vous, Hajer? Ça fait... Désolée Naïma, je suis un peu très pétée, mais Noura est très importante. Alors moi je suis tunisienne, mais Noura elle a été très importante, je pense, pour toute la communauté maghrébine, notamment parce qu'elle a chanté El Ghorba, l'exil. Et c'est vrai qu'il y avait une affection particulière dans ma famille pour Noura, et notamment pour Ya Rabbi Sidi, donc cette chanson qui raconte les complaintes d'une mère qui voit son fils partir en France. Donc une chanson qui a vraiment traversé pour le coup les frontières et qui est très très importante en Tunisie. J'étais d'ailleurs petite persuadée que c'était une chanson tunisienne. C'est plus tard que j'apprends que c'est pas du tout une chanson tunisienne. Donc Noura, voilà, il y a une affection, je pense, assez générale, en tout cas dans cette première génération de l'immigration pour Noura, et pour les Tunisiennes, Nerma aussi, parce que en fait c'est aussi la chanteuse, quand je la découvre, donc c'est une grande voix de la chanson tunisienne, et j'étais subjuguée par les paroles, très voilà, elle abordait tous les sujets, quoi. Et c'était la première fois que j'entendais une chanteuse parler des hommes infidèles, des questions de... Par exemple, je me souviens d'une chanson, Yamen, où elle explique qu'elle entend que ses parents partent à la Mecque pour faire ce qu'elle veut. Je trouvais ça complètement hallucinant. Ils vont partir faire le pèlerinage et moi je pourrais le voir, et je me disais c'est dingue quand même ces paroles. Et donc Saleha qui est une grande voix de la chanson tunisienne, qui a porté d'ailleurs la fameuse Rachidi à cette association, qui est aussi qui a été la bouée de sauvetage, je pense, pendant la colonisation, pour sauvegarder le patrimoine, principalement le patrimoine classique tunisien, l'arabo-andalou, le malouf, etc., mais qui a quand même fait un travail incroyable de préservation, parce qu'à l'époque, si la Rachidia se fonde, c'est aussi parce qu'il y avait les radios italiennes et françaises qui permettaient peu de diffusion, peu de plage horaire pour la diffusion de musique tunisienne, et beaucoup de chansons en français. Et donc il y avait aussi des chansons franco-arabes qui naissaient, et ils voyaient pas ça forcément d'un mauvais œil, mais en se disant il faut pas qu'on perde la tradition, il faut faire en sorte que la tradition se perpétue. Et Salih a été une de ces voix, et Salih a un parcours très intéressant, parce que là aussi elle ne vient pas d'une famille de notables, elle vient du Kef, à la frontière de l'Algérie d'ailleurs, et elle a commencé en chantant aussi son patrimoine régional. Et pour le Maroc, il y a Haja Hamdaouia et Zohra El-Fassia, qui est donc une grande chanteuse juive marocaine, qui a été très importante pour l'histoire de la musique marocaine, de l'émergence d'une variété marocaine, et qui est voilà, éminemment importante, et que je découvre aussi en grandissant, parce qu'en France aussi, et je pense que c'est important de le dire, qu'il y a aussi des choses qu'on a pu découvrir parce qu'on est en diaspora, parce que je suis pas certaine qu'en Tunisie j'aurais peut-être plongé autant dans l'histoire de la musique maghrébine en général, algérienne un peu plus, d'autant plus que voilà, mes parents sont originaires d'une ville pas très loin de l'Algérie, donc il y a quand même un patrimoine commun, notamment avec les Aurès, et Begar Hadda, on la connaît. Parfois on ne sait pas que c'est elle, mais on chante ces chansons en Tunisie, dans ma région, en étant persuadé que c'est des chansons de la Tunisie, parce qu'il y a aussi cette frontière qui est un peu, qui n'a pas forcément de sens pour les personnes qui sont frontaliers, quoi. Qui est un Maghreb uni. Chère Rachida, je voulais vous signaler que Houriya avait son bendir, et que c'est un crime. C'est formidable que ce soit vous qui lui proposiez, puisque bon, moi je me suis aventurée sur ce terrain-là, mais Houriya reste maîtresse de sa décision.
Est-ce que vous voulez que Horia nous fasse une démonstration? Parce que là, on parle, mais en vrai... En vrai, on veut écouter la musique. Voilà. C'est vrai qu'on n'avait pas cet outil dans les 2 précédentes émissions de Mediapart. Voilà, il y a beaucoup de morceaux qui sont intégrés à l'émission, mais là, techniquement, c'était pas possible. Ceux qui ont pu prendre des notes, sinon Hajer, Horia et Naïma sont encore là pour vous donner, lister tous ces titres qu'on vous encourage à regarder. La plupart d'entre eux se trouvent sur YouTube. Et Horia, nous serions très, très heureux et heureuse de vous entendre. Je vois dans le public une de mes élèves stagiaires. Je vais l'inviter à venir m'accompagner dans un morceau que nous avons travaillé, entre autres, pendant cette semaine. Est-ce que tu veux bien interpréter avec moi Beri Yana Beri? Allez. Waouh. On applaudit. Je vais laisser la place. On va se mettre debout, tu sais, pour chanter, pas trop de Bendir ou pas? Non, pas Bendir. Alors, on va chanter un morceau a cappella. Avec un micro ou pas? Non. Non, sans micro. On va se rapprocher juste un peu. Faut être en face de la caméra, Horia. Ah, la caméra. Ouais. Ici, c'est vraiment on la déplace, la caméra. Ah, super. On va moins vous entendre avec les voitures que ce matin. C'est un micro, là. Non, c'est ça. Je laisse traîner pas loin. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme marque de micro? C'est quoi? 85 bêta. Non, mais je le mets pas loin. Tu t'en occupes pas. Oh, d'accord, je m'en occupe. On s'en occupe pas. Bon, on va vous interpréter une berceuse que nous avons travaillée donc, dans le groupe qui s'appelle Beri Yana Beri Ya مرقد ذرا ناري رقد لي بنتي في حمايدك العالي. Je suis pas sûre de me souvenir des paroles. Prends si tu les as. Tu les as? Formidable. Alors je vais commencer. يا باري يا مرقد ذرا ناري باري أنا يا باري يا مرقد ذرا ناري ورقد لي بنتي في حمايدك العالي. بيري أنا يا بيري يا مرقد ثرى ناري بيري أنا يا بيري يا مرقد ثرى ناري ورقد لي بنتي في حمدك العالي. باري أنا يا باري يا مرقد ذرا ناري باري أنا يا باري يا مرقد ذرا ناري ورقد لي بنتي في حمايدك
Bravo, bravo. Merci Houria. Merci à vous également. Je vous propose on en vient de terminer en beauté ce salon de musique, ce partenariat magnifique Mediapart Les Sud. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi vous. Il nous reste encore peut-être un petit peu de temps pour y répondre. Houria, Naïma et Hajar sont là. Si vous voulez chanter une chanson aussi. Ah, bien sûr. On va vous apporter un micro. Voilà, bonjour. Vous avez parlé des femmes, du coup, plutôt au Maghreb, et vous avez parlé de cette exposition du monde arabe avec les femmes plutôt au Proche-Orient. Et est-ce que vous parleriez un peu des liens entre les chanteuses du Maghreb et les chanteuses du Proche-Orient? Parce que je suis sûre qu'il y en a, qu'il y a une fraternité, une sororité, je ne sais pas, aussi. Oui, bien sûr. Hajar, qui a travaillé, en fait, Hajar a contribué à cette exposition, à l'organisation de cette exposition. Et je pense qu'elle peut effectivement nous apporter son éclairage là-dessus, parce qu'effectivement, il y a une histoire profonde et commune. Oui, et je pense en plus que Naïma pourra aussi compléter. Effectivement, il y a eu de la... Comment dirais-je? Oui, il y a eu une influence quand même sur des musiques égyptiennes, notamment, principalement d'ailleurs, sur des répertoires de musique maghrébine, d'ailleurs aussi bien chez les hommes que chez les femmes, où on va avoir une certaine orchestration, une certaine manière de chanter. Quelqu'un comme une chanteuse par exemple comme Roulay, qui est une grande chanteuse tunisienne qui débute sa carrière en Tunisie, qui était très, très célèbre, va au Caire faire carrière à un moment. Elle va devenir assez connue. D'ailleurs, elle va épouser Helmi Bakr, qui est un très grand compositeur égyptien qui a contribué à de nombreux succès, notamment Doum Kulthum, mais pas seulement. Elle fait sa carrière parce qu'elle se sent aussi le besoin d'avoir une reconnaissance plus grande qu'à l'échelle nationale ou maghrébine, sachant que Roulay était principalement connue en Tunisie, dans la diaspora et en Algérie. Voilà, il y a ça. Puis par le passé, on a aussi eu des parcours, des trajectoires de femmes qui sont allées faire carrière. Mais là, on parle des années 20. Quelqu'un comme Habiba Amseki, qui est une chanteuse tunisienne, juive tunisienne très importante. C'est une des premières femmes à monter sur scène. Devient rapidement une star de Tunis, notamment parce qu'elle a défrayé la chronique en jouant le rôle de Roméo dans une interprétation théâtrale et musicale de Roméo et Juliette. Et sa partenaire jouait Juliette. Il y a eu l'échange d'un baiser qui a provoqué un scandale à l'époque, qui a d'ailleurs le théâtre municipal de Tunis a été incendié pour cette raison, parce qu'on est dans les années 20 et Habiba va aussi à Paris enregistrer comme de nombreuses chanteuses maghrébines, et pas seulement, parce qu'il faut aussi comprendre qu'à cette époque, la technologie de l'enregistrement n'était pas encore aux mains des populations colonisées. Donc il y avait aussi des gens qui étaient enregistrés, enfin qui étaient signés chez Pathé, mais aussi chez Gramophone, et chez d'autres labels européens qui disposaient de cette technologie. Donc les personnes allaient à Paris, à Londres aussi, à d'autres endroits. Berlin fut aussi à l'époque un lieu d'enregistrement, et se rencontrent. Les gens se rencontrent et s'inter-influencent aussi. Et Habiba Msaki va aussi aller au Caire chanter pour le roi Fouad d'Égypte à l'époque. Donc on est quand même dans les années 20, c'est donc avant Farouk et bien avant donc, la République. Et on a aussi d'autres parcours de femmes. Je pense aussi à Hassiba Rochdi, qui va aussi faire carrière en Égypte. Elle va jouer dans des films puis revenir en Tunisie. Donc il y a un attrait pour certaines d'entre elles, pas pour toutes les chanteuses. Tout le monde n'a pas vocation à devenir chanteuse en Égypte. Et il y a aussi une interconnaissance commune du répertoire, mais c'est effectivement parce que les moyens de diffusion, notamment de l'industrie musicale égyptienne, sont plus grands que d'autres pays. C'est quand même il y a une centralité égyptienne qu'on n'explique pas assez aussi, parce que l'Égypte avait une très grande industrie du cinéma. Et du cinéma musical, c'était des comédies musicales, c'était pas pour la plupart pas des films dramatiques, enfin voilà, c'était de la comédie musicale principalement, et donc il y avait une possibilité de faire carrière, d'en vivre plus facilement parfois, et souvent même que dans d'autres pays, d'où l'attrait de l'Égypte, et d'où la diffusion massive de la production égyptienne au Maghreb et dans d'autres pays, notamment en Afrique
de l'Ouest, puisque l'Égypte devient rapidement quatrième industrie cinématographique du monde, après les États-Unis, l'Inde et à l'époque l'Italie. Donc il faut se dire que l'Égypte produisait beaucoup de films, d'où ses contacts et ses connaissances. Donc les gens regardaient les films égyptiens et l'inverse est moins vrai, mais il y a quand même des parcours de personnes qui sont, d'où d'ailleurs parfois la nationalité s'efface un petit peu. Je prends l'exemple par exemple plus récent de Samira Saïd, qui est une chanteuse marocaine, toujours active d'ailleurs aujourd'hui, qui a commencé sa carrière au Maroc sous le nom de Samira Ben Saïd, et qui marchait très très bien au Maroc, et qui va faire carrière en Égypte parce qu'elle est repérée par Abdel Halim, qui est un très grand chanteur égyptien en tournée au Maroc, et elle y va. Et depuis, elle a fait sa carrière là-bas. Et c'est vrai que c'est plus dans ce sens-là que dans l'autre, mais ça s'explique aussi par les moyens dont disposait plutôt aussi l'Égypte à l'époque. Voilà, je propose à Naïma de compléter à Auria. Alors, je vais compléter. Bon, tu l'évoquais par rapport aux divas du monde arabe, Warda al-Jazairi, Warda l'algérienne, qui était bien plus parisienne et tunisienne qu'algérienne, mais ça, et libanaise. Enfin, en gros, c'est le panarabisme fait de femme. Parce que Warda, c'est une enfant de l'immigration qui naît à Puteaux en 1938 et non pas 40, comme le dit sa fausse biographie, parce qu'elle s'est rajeunie. On doit ça à Ahmed Hashlef. Je te glisse l'information, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, Warda, la jeune Warda, commence sa carrière dans le quartier latin, dans les milieux des cabarets orientaux. Son père tenait un salon de thé qui devient un café chantant qui s'appelle le cabaret Tam Tam pour Tunisie, Algérie, Maroc, et où elle va côtoyer, on va dire, la crème de la musique tunisienne. Beaucoup des auteurs-compositeurs, et notamment le moutrib Mohamed El Jamoussi, vont accompagner la mise en musique de la chanson maghrébine à Paris et ensuite en France. Et cet espace du café Tam Tam et des autres espaces qu'elle va côtoyer, elle qui est la fille de son père qui est algérien et sa mère libanaise, va apprendre à chanter sur les antennes de l'ORTF parce qu'elle va présenter des émissions enfantines en arabe. Parce qu'il y avait des heures réservées pour les publics, disait-on, indigènes. Et cette jeune présentatrice radio va ensuite, repérée par un directeur musical, je ne vais pas vous faire la totale, mais elle va apprendre à chanter avec Jacques Zakir Reyef, qui est le mari de Louisa Al-Tounsiya, Louisa la Tunisienne. Donc, cette diaspora des artistes tunisiens vont lui écrire ses premiers succès. Avant que, pour des raisons liées à la guerre d'Algérie, elle ne connaisse l'expulsion en 1958 et qu'elle parte pour le Liban de sa mère, et ensuite qu'elle soit surnommée par, dit-on, je ne sais pas si c'est vrai, le général Nasser, mais tu me diras quelle est ta position là-dessus, Warda l'algérienne, Warda al-Jazairiya, lors d'un grand festival de musique pan-arabe très militant en 1961, alors que l'Algérie lutte pour son indépendance. Donc Warda l'algérienne, qui, à ma connaissance, n'a pas connu l'Algérie avant 1962, et qui est une enfant de l'immigration algérienne à Paris, va incarner la chanson de la Révolution. Elle va chanter les Moudjahidettes, donc les militantes pour l'indépendance, et va chanter les Jamila, n'est-ce pas? Et peut-être tu nous en diras un mot parce que tu as dû entendre ces chansons dans l'Algérie post-indépendance. Et cette artiste, pour conclure sur Warda, elle fait partie de ces artistes plus égyptiennes qu'algériennes en définitive, puisque après un mariage elle s'est retirée de la scène en 62 jusqu'en 72. Et c'est le général Boumedienne qui dirige l'Algérie d'une main de fer, qui lui demande pour le 10e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie de venir chanter à Alger. Son mari lui pose un ultimatum. Elle prendra le chemin de la chanson. Donc elle s'émancipe, elle divorce et elle tente sa chance en Égypte. Et elle y connaîtra le succès que l'on sait. Elle épousera Balir Hamdi qui lui créera de belles chansons. Elle fera du cinéma dans cette Hollywood égyptienne dont parlait Hajar. Et elle va, 6 mois avant sa mort en 2012, être décorée de l'ordre de Chevalier des Arts et des Lettres par un autre Tunisien célèbre, un certain Frédéric Mitterrand, qui va la distinguer, lui qui était son ami intime depuis fort longtemps, quelques mois avant sa disparition, elle qui était parisienne
une vraie titi parisienne d'ailleurs, et qui a marqué effectivement l'Orient, le Moyen-Orient, parce qu'elle est considérée à la mort d'Oum Kelsoum c'est 76 ou 74 76 comme l'une ou la voix arabe après que l'astre d'Orient disparaisse. Donc Warda était une très très grande artiste, même si son genre musical est loin du répertoire de Fayad Zeriya ou du raï ou de tout ce qu'on connaît de l'Algérie aujourd'hui. Et d'autres artistes chez les garçons qui ont peur du poids de la tradition vont prendre des surnoms tirés de films égyptiens, comme un certain Antoine Sidrich, qui est en fait Ahmed Wahbi. Son nom de naissance, puisque sa mère est européenne. Antoine Sidrich, Ahmed Wahbi, c'est le grand chanteur de Oran, Waharan Waharan, ou bien un certain Larbi Zegan. On fait un quiz. Ça, tu dois le savoir, Mustapha. Larbi Zegan, un tailleur kabyle qui va devenir un grand auteur, un chevalier de la Légion d'honneur aujourd'hui et chevalier des arts et des lettres. Il a écrit plus de 2000 chansons à la SACEM. Elle le connaît, Hajar. Si Kamel Hamadi. Si Kamel Hamadi. Kamel et Hamadi, c'était deux personnages de films qu'il aimait beaucoup et parce qu'il avait pour peur. Un acteur qui s'appelait Kamel, j'ai oublié son nom, mais un acteur, grand acteur égyptien de l'époque, des comédies musicales. Et il m'avait dit, quand on l'avait rencontré ensemble, qu'il adorait cet acteur et que dans ce film, il y avait Farid Latrache. Et voilà, donc il adorait Farid Latrache et qu'il a pris ce surnom parce que pour les raisons que tu expliquais précédemment, c'est qu'il ne pouvait pas utiliser son vrai nom. Et donc voilà le poids des violons égyptiens et des comédies musicales, sachant que avant les années 50, la musique diasporique en France de cette communauté maghrébine, elle est plutôt rumba, cha-cha-cha, jazz en arabe. Donc elle est très créolisée. Et à partir du panarabisme et ensuite du vent de décolonisation, on se tourne vers les paillettes de l'Égypte et on est emballé par les grands orchestres à violon qui déferlent sur le monde arabe. Et l'esthétique des chansons de l'immigration vont complètement changer. Et là, on va tirer vers ces esthétiques par fierté, par nationalisme et par goût. Et on va quitter les rives d'une forme de métissage occidental musical qui a été très précurseur. Dès les années 30, on a du jazz en arabe, Mohamed El Kamal, même l'Hasnaoui, qui est un grand chanteur kabyle, lui va faire des rumbas en arabe et en kabyle, et va chanter l'exil avec des rythmes tout à fait de son époque, en fait. Oui. Et je voudrais juste ajouter par rapport à ça que même ceux qui étaient dans un répertoire très classique, je pense à Jamoussi qui vient d'une famille sfaxienne, et Sfax est connu aussi pour sa tradition musicale classique, arabe, etc. Et qui avait donc déjà produit pas de l'égyptien, mais en tout cas du très traditionnel pour schématiser, et qui s'intéressait aussi à l'Égypte, avait été très pris par la rumba, etc. Et effectivement abandonne pour les raisons expliquées par Naïma, parce que l'esthétique change. Et pour Warda, je voudrais juste dire, alors je crois que ça date d'un petit peu avant Nasser, moi je pense, si on regarde les archives, après je pourrais pas le confirmer, mais je sais juste que justement quand Kulthum n'appréciait pas Warda, parce qu'elle voyait en elle vraiment une rivale, et par sa voix, et parce qu'elle chantait un style kalfoumien quand même un peu, parce qu'il y avait vraiment une inspiration, une patte, parce que Kulthum a transformé l'histoire de la musique égyptienne par sa voix et par sa façon de chanter, moderne, apportée notamment par son époux qui était compositeur, et elle va jamais lui reconnaître Enfin voilà, elle l'appréciait pas du tout. Et c'est intéressant de voir qu'en fait la musique égyptienne féminine va être portée par une Algérienne, quand bien même c'est une Algérienne très égyptienne. C'est pas une Égyptienne qui va porter être la voix féminine de l'Égypte à la mort d'Oum Kulthum. Ça va être une Algérienne, une algéro-libanaise, française, un peu tout. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi ça le contact, c'est que pouvoir faire une carrière, c'est aussi pouvoir s'imposer dans un pays qui n'est pas le sien, parce que je crois qu'elle va devenir égyptienne à un moment, mais à cette époque-là, elle ne l'était pas, en tout cas d'un point de vue administratif. Juste encore un mot sur Warda, Jazairiya. À un moment donné, elle a été sollicitée par Boumediene, puis par ceux qui sont venus après lui, pour reprendre
reprendre sa part d'algérianité, hein, la tirer plutôt vers l'Algérie que la laisser être la star égyptienne. Et donc, elle est venue beaucoup travailler. Et d'ailleurs, je crois qu'elle est, oui, c'est une certitude, elle est morte à Alger. Oui, elle a un fils avec un Algérien. Et elle est enterrée dans le carré des héros de la Révolution algérienne, à Al-Alia, qui est donc le cimetière des héros de la Révolution. Très, très intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions parmi vous? Parce que sinon, moi, j'en aurais une justement dans la foulée de ce que vient de nous expliquer Houlia. Une remarque. D'accord. On vous écoute. Oui, donc une petite remarque un peu sur tout ce que j'ai entendu qui m'a fait très plaisir parce que c'est vrai que sur cette question de la musique, l'émancipation des femmes, on peut toujours avoir un petit peu peur de la façon dont on aborde ce sujet. Et en fait, que ce soit vous, Rachida, ou les 4 intervenantes, vous avez justement pris le contre-pied un peu de toutes les représentations qu'on pouvait avoir. Et justement, j'ai envie de dire un petit peu dans tout ce que j'ai entendu, finalement, le fil conducteur entre toutes ces artistes depuis finalement les années 50, c'est d'avoir pris finalement le contre-pied un peu de toutes les assignations à résidence. Les assignations à résidence artistique, les assignations à résidence culturelle, politique. C'est-à-dire que, et pas juste par rapport à, je dirais, les représentations ou le carcan des sociétés d'origine, mais aussi des sociétés d'accueil. C'est-à-dire, elles ne sont pas là où on les attend. C'est-à-dire que quand on les attend dans des musiques folkloriques, et ben éventuellement, elles vont dans le jazz, elles mélangent aussi avec, ou dans la musique populaire, dans la variété internationale. Quand on les attend dans les musiques justement complètement métissées, dans une forme d'occidentalisation, et ben, elles reviennent aussi à elles promeuvent, elles reviennent aussi à des formes de musique traditionnelles qu'elles subliment. Voilà, et puis aussi assignation à résidence politique, et parce que ce soit dans leurs paroles, dans leur façon d'être, ben elles s'émancipent à la fois de l'assignation à résidence, de la façon dont on voudrait voir les chanteuses d'origine maghrébine ici en France, et la façon dont on voudrait les voir là-bas, avec la nouvelle génération, là aujourd'hui justement, qui bénéficie justement de toutes les ruptures qu'ont faites des Cheikh Haremiti, des Nora, des Noiras, ou même après, je pense au groupe Djurdjura, et puis aussi au Ria et Chiisi, mais aujourd'hui avec des Mel Metlouti, avec des Oum, avec des Indizara, qui justement aujourd'hui se décadrent un peu par rapport à ce qu'on attendrait d'elles. Et puis juste une petite remarque aussi, c'est que quand tu as dit angle mort, ça m'a fait penser à angle mort, M-A-U-R-E aussi. Voilà. Donc effectivement, je pense que c'est important d'en parler. Et puis une dernière remarque, c'est artiste. C'est un mot qui est à la fois féminin et masculin. On dit un ou une artiste. Et moi, ce que je trouve d'intéressant justement dans ce que vous avez dit, Ouria et Oum, c'est que vous êtes avant tout des artistes, des grandes artistes qui maîtrisaient la musique, qui apportaient des choses. Et si par votre présence, par vos textes, par votre musique, vous avez décadré un peu les choses, vous avez fait avancer les choses, mais vous êtes avant tout des artistes et c'est comme ça que vous avez engagé les choses. Donc voilà, moi je suis très content de vous avoir entendu aujourd'hui. Merci pour cette synthèse de notre échange, en tout cas qui avait effectivement ces visées-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce que dans ce cas, je voudrais juste rebondir sur le fait que Warda finit dans le carré des révolutionnaires à Alger, haut lieu mythique et beaucoup aussi instrumentalisé par le pouvoir. Là, il y a une exposition en ce moment parce que Arles, c'est les Suds, la capitale des Suds, mais c'est aussi les rencontres de la photo. Et on a cette exposition Saora dédiée aux figures de la révolution soudanaise. Et je crois que Naïma, ça vous a inspiré, ce panneau qui annonce cette exposition. Parce que qu'est-ce que ça nous dit en fait de l'intimement politique de la prise de parole féminine Alors, dans le cas particulier du Soudan que je ne connais pas, je ne m'aventurerai pas à analyser ce moment historique et iconique de cette chanteuse qu'on a tous peut-être vue monter sur une voiture, reprendre un chant de lutte matriarcal
durant cette révolution soudanaise pour la démocratie, et cette figure qui est presque une figure, allez, je vais me lancer, je vais dire mariale, un peu de cette, non pas une piéta, puisqu'elle n'est pas elle n'implore pas se blesser, cette madone pleureuse, mais plutôt une femme forte, une figure mariale de femme qui mène la lutte, qui dirige les hommes et les femmes vers la démocratie. Et je pense que c'est cette icône très occidentale qui nous a, nous, harponnés de ce côté-là de la Méditerranée. Et c'est à partir du moment où on a des points de repère esthétiques, c'est pour ça que j'ai été interpellée en voyant la réactivité du monde de la photographie pour justement saisir cette icône. Parfois, on a des icônes beaucoup plus dramatiques. Je pense à la Pietà de Renchla pendant la guerre civile en Algérie, qui avait aussi marqué les rendez-vous photographiques de Arles. Et là, on a une figure, j'allais dire, héroïque, d'une femme qui se dresse, qui s'érige contre l'injustice et les humiliations. Et je pense que c'est aussi par le filtre de nos représentations, de nos imaginaires, que nous pourrons construire, j'allais dire, un peu la boîte à outils pour s'emparer, découvrir et se réapproprier des patrimoines, on va dire, souterrains, qui traversent parfois des diasporas, mais qui peuvent être mis en partage pour le plus grand nombre dans notre pays. On a tous quelque chose en nous de la chanson féminine de l'exil venue du Maghreb, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas parce que, aussi vrai que la chanson de variété nous traverse tous, moi je me souviens que mon père, il me racontait que dans les années 50-60, il ne savait pas parler français, il était garçon de café à Oran, et le seul truc qu'il savait dire en français, c'est « Si tu vas à Rio, n'oublie pas », etc. Et donc c'est la chanson de variété qui lui permettait de toucher à une culture, je sais pas, à partager quelque chose de commun. Pour la petite anecdote, dans les scopitones des cafés immigrés, c'est ces jukebox en images où les clips des yéyés avaient connu leurs grandes heures dans les années 60 et qui ont donné ensuite des clips de chanteurs immigrés dans les bars algériens dans toute la France. Les deux clips les plus utilisés, c'est ce que j'aime à rappeler, c'est l'enterrement de Kelsoum, qui était le plus regardé. On mettait la pièce de 1 franc pour regarder cette liesse, cette foule en Égypte qui a porté le cercueil de la diva vers sa dernière demeure. Et le deuxième clip le plus demandé, c'était Capri, c'est fini. Alors, et dans le top 5, il y avait Fernand Reynaud. Et au milieu de ça, il y avait Damanel Arachi qui chantait Yaraya, Akli Hayaten, Slimane Azem avec Un Madame encore à boire. Il ne faut pas croire, en fait, si vous voulez, qu'il y avait une espèce de segmentation culturelle. Et à contrario, celle qui a déterré les scopitones et qui en a fait un film documentaire pour Canal+, Michel Collery avec Anaïs Prosaïque, c'était une fille d'ouvrier qui allait chercher son papa au café algérien du quartier et qui voyait, en allant chercher son père, qui lui disait « Laisse-moi finir mon coup, prends une pièce d'1 franc, va regarder un clip ». Elle allait regarder des scopitones de chanteurs immigrés. Et en grandissant, elle était marquée par ces clips qui ont bercé son enfance de fille d'ouvrier. Et Michel est allée déterrer les bobines chez Dédi Desviboyer, qui était la productrice des scopitones des yéyés. Et elle a déterré plus de 300 bobines de chanteurs maghrébins et arabes, puisque les comédies musicales dont parlait Adjer étaient aussi proposées sous forme de scopitones. Donc vous voyez, il y a une porosité, il y a des marqueurs, des jalons en commun. Il faut juste les déterrer, qui sont parfois enfouis dans notre subconscient, mais qui vont tous nous être familiers de près ou de loin. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Même si on ne les voyait pas, ces mamans maghrébines, on savait qu'elles étaient là, dans les appartements, dans les quartiers, dans les cités, même si elles ne sortaient pas tous les jours pour aller travailler ou pour faire autre chose. Donc il faut faire absolument attention au fait que même si elles sont invisibilisées ou invisibles, elles sont présentes. Et c'est cette présence qu'il faut reconstituer. Merci. Merci Naïma Yahi. Merci Ouria, Aïchi. Merci Hajar Ben Boubaker. Merci à Aoum et M. Carlos qu'on retrouvera ce soir. Et puis merci à vous tous. Merci à Marie-Josée Justamont et à toute l'équipe incroyable des Suds qui font justement œuvre de commun, de bien qu'on partage.
Merci à tous.